Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Voilà, vous le constatez, le débat a déjà commencé au Café Presse Politique. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio M, nous sommes en direct. Bonsoir à nos invités, bonsoir Karim Kebir. Bonsoir. Saïd Jafar, bonsoir. Bonsoir. Zohaira Balkan, bonsoir. Bonsoir. Hassan Wali, bonsoir. Bonsoir. Alors merci à vous d'être venus, merci d'être là. Vous n'êtes pas avec Abdelmajid Tebboune aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'autres journalistes qui rencontrent aujourd'hui Abdelmajid Tebboune dans sa première interview, je pense, depuis qu'il a... Il faut vraiment trouver le bon terme, depuis qu'il est... Installé. Voilà, exactement. On commence par l'image marquante de cette semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué, Karim Kebir, cette semaine? C'est l'image qui a marqué beaucoup d'Algériens. C'est celle qu'on retient de Tebboune dans la photo de famille à Berlin, où il a été presque zappé un peu par Poutine. Voilà. Et après, il a fini par serrer la main au président russe, Vladimir Poutine. C'était le geste. Il y a par contre une autre image marquante, c'est lorsqu'on voit les chefs d'État se réunissant, en train de parler ensemble, et Tebboune ailleurs, qui n'était pas dans ce petit conclave. Quand il se concertait. Exactement, quand il se concertait sur le dossier libyen. Saïd Jafar. Tebboune n'est pas un complotiste. Voilà, peut-être. Quelle est votre image marquante de la semaine? Alors, c'est un peu plus grave, c'est le décès de Derraji Dilmi. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je l'ai connu fin 80. C'était un grand syndicaliste à Al-Hajjar, qui était aussi un militant politique au sein du PAX. Il fait partie de ces militants du PAX qui comme ça, Hajras, etc., pensent qu'il faut vraiment être avec le peuple et non pas contre lui, parce que le PAX, après, il s'est autodissous. Il y a une partie qui ont créé d'autres tahaddi, etc., et qui ont développé un discours antipopulaire, forcené, qui a fait... Voilà. C'est une belle histoire. Et cet homme-là, il était malade et il venait au Hirak avec son appareil pulmonaire à la main et il marchait avec les manifestants. Là, je me rappelle, quand vous avez décrit l'image, maintenant je me souviens de qui il s'agit. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Zohaira Balkan? Moi, c'est l'image du docteur Oulman à sa sortie du tribunal. Docteur Oulman en larmes, il pleurait. Moi, c'est une image que personnellement je n'aurais pas prise, mais bon, la photo est là et donc elle traduit toute cette détresse d'un homme qui s'est senti trahi, parce qu'en fait, par la suite, j'ai compris un peu son désarroi, enfin sa tristesse, si on veut, c'est d'avoir été traité d'agent de Mossad. Oui. Donc c'est ça qu'il a. Et Jamal Oulman, bon, c'est pour qui le connaît, c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'affable, d'aimable, d'humain, profondément humain, médecin pendant 35 ans, donc qui ne peut faire que du bien. Et là, bon, succomber donc à cette crise de larmes, bon. C'est humain, bon, ça traduit aussi moi, ça me rappelle aussi d'autres larmes, c'est les détenus de Ain Benyan, quand ils ont été libérés, ils ont aussi pleuré. Et donc, dans le Hirak, il y a des sensibilités, et pas seulement politiques, donc des sensibilités humaines. L'injustice aussi. Et pourquoi vous n'aurez pas pris cette photo? Enfin, je sais pas, la photo, moi, parce que je considère que c'est intime, c'est quand même assez intime. Mais parfois, il faut montrer aussi ces images. Bon, l'image est là, bon, on n'y peut rien, donc voilà, c'est cette image-là qui m'a marqué. Hassan Wali, votre image marquante de la semaine. Est-ce que je peux avoir droit à 2 images? Vous voulez une des images, non? Ah, 2 images différentes? Oui, d'abord c'est... Vous n'aurez droit à aucune image la semaine prochaine. Allez. Ouais, d'accord. D'abord c'est l'absurde prolongement de détention provisoire de Karim Tabou pour 4 mois. Oui. Ça n'a aucun sens.
Et on l'enferme encore là-bas, dans le contexte où certains, bien qui ont déroulé le tapis rouge à El Mouradia, ne vantent les bonnes intentions, la bonne volonté d'Abdelmajid Tebboune d'ouvrir, de dialoguer, de passer à une autre étape. Ça montre que ça n'a rien changé jusque-là en tout cas. Autre chose, c'est plutôt l'utilité de la tribune de Kamel Daoud. Au-delà de divergences qu'elle suscite ou de l'analyse que beaucoup estimaient qu'elle n'était pas juste, mais en tout cas, il a le mérite de susciter un débat, une controverse. Beaucoup d'universitaires réagissent, donc pas forcément pour l'attaquer, mais pour débattre de ce que c'est que le Hirak, de sa vitalité, de ses points forts, ils sont nombreux, et des quelques faiblesses qui ne sont pas dues au Hirak lui-même, mais des coups tordus qu'il subit depuis le 22 février par le pouvoir. Et j'espère que Kamel Daoud sera bientôt parmi nous sur Radio M pour débattre de tout ce qui se passe et de cette révolution pacifique du 22 février 2019. D'ailleurs, nous nous approchons du premier anniversaire et des choses se préparent. Notamment, c'est une occasion pour parler du dialogue, de la main tendue d'Abdelmajid Tebboune, de certains hommes politiques qui sont partis le voir. Et face à cette volonté affichée du dialogue, il y a aussi la répression. On l'a constaté vendredi dernier, lors du 48e vendredi de mobilisation. La manifestation matinale a purement et simplement été stoppée. Des personnes arrêtées, y compris des journalistes qui ont été embarqués parce qu'ils faisaient leur travail de journaliste, notamment vous, Zohaira Berkane. Comment est-ce qu'on explique ça? Pourquoi cette tendance changeante des autorités de vendredi à un autre? On commence avec vous, Zohaira Berkane, parce que vous avez eu cette mésaventure. Vous avez même filmé votre interpellation parce que vous filmiez pendant 30 minutes la manifestation du matin au centre-ville d'Alger, rue Khalifa Bou Khalfa, etc. Et là, des policiers sont venus spécialement pour vous chercher, vous. Écoutez, c'était... Bon, moi, je m'y attendais certainement pas. C'est la dernière chose à laquelle je pensais, parce que j'ai l'habitude de le faire, donc chaque vendredi. Bon, il y a parfois quelques petites tracasseries du genre c'est bon, on laisse faire. Mais là, il semble que l'ordre a été transmis par radio, puisque le type qui m'a interpellé à un moment donné répondu c'est bon, truc, c'est bon, nous l'avons arrêté. C'est comme si. Et puis il fallait voir aussi, il y a une, je sais pas, dans la fin de la vidéo, il y a quand même, c'est que le type m'a grippé de façon très brutale. Et presque je le suppliais, voilà, je vous suis le plus naturellement du monde, mais lâchez-moi. Et donc le direct continuait donc pendant un moment. Bon, comment expliquer? L'explication est simple. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on m'a reproché, ce n'est pas tant le direct, mais c'est que mon direct soit repris par El Magharibiya. Donc, en temps réel, à un décalage de quelques secondes, sur la chaîne qui passe donc à la télé. Donc, et ce n'est pas la première fois. J'ai déjà eu quelques déboires auparavant, mais bon, ils ont compris que c'était du vol. Vendredi d'avant, il y a eu la même chose, puisque des voisins, moi je ne connais même pas cette chaîne, je ne l'ai jamais vue, des voisins m'ont dit on vous a vu, le Magharibiya. Parce qu'à un moment, il y a eu l'image s'est renversée, donc on voyait mon visage. Et cette fois-ci, donc ils ont décidé, je pense, de. Maintenant, tout ça s'inscrit, à mon sens, dans une logique qui est la suivante, c'est que depuis. Donc là, on est le 48e vendredi. Il y a eu le 47e où il y a eu également des violences. Et on a assisté à un 46e vendredi où la marche du matin était grandiose. C'est-à-dire c'était de l'ordre de 500 à 600 personnes. Mais c'est toujours un indicateur, cette marche du matin. Absolument. Même s'ils sont un petit millier, mais ça reste un indicateur important. C'est ce qui va booster donc le Hirak de l'après-midi. C'est ce qui donne c'est ce qui donne le ton. Maintenant, le direct, moi, depuis que je fais des directs, c'est à compter, bon, pas le 22, pas le 1er, mais à partir du 8 mars. Je crois que j'ai commencé à faire des directs, bon, qui étaient timides. Mais depuis quelque temps, ce direct était très attendu. Par beaucoup de gens qui estimaient que c'était un peu qui donnait donc dès qu'on voyait. Ou tout simplement par des gens qui veulent savoir ce qui se passe le matin à Alger. Voilà, bon, il y a la diaspora par exemple, y compris la police qui suit parfois ce qui se passe à travers nous, à travers nos publications. Absolument.
Ceci étant, moi je crois que depuis donc, le 46e vendredi, ils ont compris une chose, c'est que le Hirak, au lieu de s'essouffler, notamment à travers sa marche du vendredi matin, se régénérait. Et que ça devenait un petit peu dangereux avec l'échéance du 22 février. Et qu'il fallait, coûte que coûte, essayer donc de juguler cette... Je me rappelle du vendredi dernier, lorsqu'on l'entendait dans les talkie-walkie, boulevard Victor Hugo nettoyé. Voilà. Saïd Jafar, alors comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce qu'il y a un ciblage des journalistes d'une part et d'autre part, cette volonté d'empêcher, puisque les autorités ont décidé, ont décrété qu'on ne devrait pas marcher le vendredi matin? En fait, ils ont un objectif plus large, c'est que le Hirak s'arrête. C'est ça, tout court, complètement. Complètement. Et donc, empêcher celui du matin, c'est pas... Ils travaillent ils te gèrent les espaces, ils réduisent les couloirs, et petit à petit, ils essaient de regagner l'espace sur le Hirak. Hein. Et donc, je pense que depuis l'élection présidentielle, ils ont décidé que le vendredi matin, c'est terminé, et qu'ils ciblent, ils sont... très fort sur ils veulent empêcher la manifestation du matin. Et donc, ils ont réussi sur les 2 derniers vendredis. Hein. Donc, hein. Le dernier vendredi, ce qui était sur l'avant-dernier, plus ou moins, les gens ont pu marcher malgré beaucoup d'arrestations. J'ai lu là qu'ils viennent d'envoyer un commissaire au RCD, voilà. en leur demandant de s'occuper des affaires administratives et de ne pas faire des rassemblements. Donc un parti politique, c'est un bureau. Karim Kebir, vous êtes d'accord? On ne veut plus du vendredi en Algérie, alors on commence à restreindre petit à petit? Oui, bien sûr, ça c'est évident. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que de plus en plus, ils ont misé un peu sur l'essoufflement, ils ont misé sur pendant la période de Ramadan, pendant les grosses chaleurs. La Coupe d'Afrique aussi. Ils ont tout essayé, ils ont misé sur la durée, ils pensaient que ce mouvement allait forcément... mais là, sa détermination, c'est-à-dire même après le choc psychologique du maintien de l'élection, parce qu'il faut le dire que le mouvement l'a vécu d'une certaine façon, comme quoi c'est un échec. Le fait de n'avoir pas pu empêcher cette élection, mais on sent qu'aujourd'hui que ce mouvement a réussi à intégrer cette élection. C'est-à-dire, ça y est, on est passé à une autre étape, et il se maintient. Et là, je pense que ça les agace. Mais après, l'interrogation, il faut se poser la question, est-ce que le pouvoir réellement dispose d'une vision, comment se sortir de cette situation, ou bien on sent qu'il doit y avoir quelque part des prolongements, des tiraillements au niveau du sommet, parce que ce n'est pas normal que le lendemain de l'élection, le 13, Tebboune, lors de la conférence de presse, lui-même, la première des choses qu'il dit, moi je tombe au Hirak, ce mouvement béni. Il la qualifie de béni. Moubarak, oui. Or, dans la pratique, depuis, on voit que absolument rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais pire que ça, c'est qu'au moment où on s'attendait... Exactement, au moment où on s'attendait à ce qu'il y ait des mesures d'apaisement, par exemple, il n'y a rien. Mais donc, est-ce que peut-être que Tebboune, finalement, n'a pas de marge de manœuvre? Donc, c'est toute la question est là. Mais c'est quand on ajoute des qualificatifs qu'il faut se méfier, parce qu'il n'y a que eux qui disent Al-Hirak, Al-Moubarak, etc. Hassan? Il me semble qu'ils se sont vraiment trompés d'analyse. Ils avaient estimé que l'élection présidentielle allait mettre fin à cette mobilisation, que l'élection présidentielle, de leur point de vue, évidemment, que c'est une réponse à une... D'ailleurs, ils le disent, le départ du gouvernement de Bedoui était l'une des dernières revendications satisfaites qui étaient portées par le Hirak, alors que le Hirak, il est allé au-de loin, c'est-à-dire c'est très réducteur comme vision. Et finalement, ça montre la continuité du mouvement avec cette ampleur, ça montre que finalement, que leur opération politique a échoué. Ce n'est pas le Hirak qui a échoué, mais c'est la présidentielle telle qu'elle s'est déroulée qui a échoué. Deuxième chose, moi ce vendredi j'étais à Béjaïa et pour la première fois effectivement il y avait une présence policière. Depuis le 22 février, il devait y avoir des éléments civils
ce qui est, j'allais dire, normal. Mais jamais de présence policière visible avec des fourgons, leurs véhicules tout au long de l'itinéraire de la marche. Donc, il me semble qu'ils sont en train de dissuader, ce qu'ils font le vendredi à Alger, la matinée du vendredi. Ils intimident et ils essayent de voir comment leur possibilité d'empêcher définitivement les manifestations, notamment à Alger. Ils tentent, ils sondent un peu, ils voient la réaction. Donc, d'un point de vue de la police, ils font finir avec ce mouvement. Ça, ils voient aussi que les rencontres de Tebboune, finalement, c'est insignifiant du point de vue du Hirak. Il n'y a aucun impact, ça ne leur parle pas, ça ne leur dit rien. Vous discutez, vous avez le temps pour discuter, mais nous, on a le temps pour autre chose. Vous ne prenez pas sérieusement en charge ce que pose comme problématique centrale le mouvement citoyen. Zohair Aberkan? Moi, je crois que le 13 décembre, déjà au matin, le Hirak avait donné le ton et le Hirak 2.0 était né ce jour-là, puisque les gens avaient laissé derrière eux donc l'élection en refusant donc ce résultat, en refusant ce président et tout ce qui allait avec. Et donc, il fallait penser et songer donc à un redéploiement. Non pas, comme certains l'ont prédit, en termes d'organisation et de structuration. En fait, le souci était d'organiser le Hirak, mais pas de le structurer, dans le sens où ça devenait une structuration sclérosante, donc qui pouvait nuire à... Et là, je crois qu'on assiste au fil des vendredis et des mardis déjà à des éléments de réflexion. Donc il y a, par exemple, vous avez les étudiants qui ont sorti donc une plateforme en 14 points, de revendication. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle peut être discutable, etc., mais elle dénote d'un niveau de réflexion et donc d'implication au niveau donc, organisationnel et même de revendication. Autre chose, au niveau, par exemple, moi j'ai assisté récemment donc, à une rencontre des gens qui font le Hirak d'avant le Hirak, ce que j'appelle le fameux carré des irréductibles, etc., et qui songent déjà à s'organiser autrement. Et donc là, ça n'a pas existé pendant des mois. C'était donc un réflexe. Le matin, et là, les gens pensent déjà à s'organiser, à se prendre en charge. Il faut juste préciser qu'il n'y a pas eu des arrestations que le vendredi matin, mais aussi à la fin de la manifestation, à 17h, notamment Jamaldin Oulman, notamment Hakim Haddad et beaucoup d'autres militants qui ont été arrêtés. 17h, ils étaient à la place Audin, ils étaient en train de discuter, et là, ils ont subi... voilà. En fait, la police, ils pensent de cette manière, du point de vue de la gestion de la manifestation. Pour eux, la manif commence à 14h, se termine à 17h. C'est les horaires ouvrables, oui. Plus personne après 17h, et on veut de personnes avant 14h. C'est ça. Et ils mettent en place un dispositif pour réduire le temps de manifestation. On a commencé par réduire les espaces et maintenant... Donc le nombre, voilà. Là, d'ailleurs, j'ajouterai un détail. Par exemple, ce mardi, on n'a pas eu de brutalité. À la fin de la manifestation. Pour l'unique raison que la marche s'est terminée à 13h30. Parce que depuis toujours, moi je me souviens, pour avoir suivi la manif des étudiants, dès qu'on arrive à 14h, les flics commencent de dispersion. C'est hors de dispersion. Et les deux manifestations précédentes, donc la manif s'était tellement étalée qu'elle avait dépassé le seuil de 14h. Et c'est pour ça qu'on a eu ces brutalités-là. Il y a un problème majeur dans la gestion du pouvoir. Je pense qu'ils considèrent que l'élection présidentielle est une victoire sur le Hirak et que c'est terminé. Donc, dans leur esprit, c'est comme ça. Et ils nuisent, en fait, y compris à ceux qui acceptent d'aller dialoguer avec eux, parce que il est impensable, c'est-à-dire la bonne réflexion, si tu veux réellement créer des interrogations au Hirak, c'est de faire de vrais gestes, libérer tout le monde, en finir avec des médias aux ordres, permettre aux gens de se réunir, de discuter. Ce sont ceux-là les éléments, c'est de vrais gestes qui ont du sens, qui pourraient amener des gens qui sont dans le Hirak à dire, bon, voilà, engouffrons-nous sur ça. Mais là, non, il n'y a même pas. C'est une gestion où, d'un côté, le Hirak est béni et on appelle ou on va chez des personnalités pour discuter,
Et de l'autre côté, les prisonniers, les arrestations poursuivent, on prolonge les détentions provisoires. Et donc il y a un tel décalage que ils sont dans leur esprit qu'ils sont victorieux, ça suffit, ils ne font rien. Et comment on explique cela avec les promesses faites par Abdelmejid Tebboune? Est-ce qu'il contrôle vraiment l'appareil sécuritaire ou est-ce que ce sont deux autorités totalement autonomes, puisque nous avons constaté que du point de vue sécuritaire, c'est le même fonctionnement qu'avant le 12 décembre. Écoutez, enfin, si je prends la parole. Oui. On a dit à un moment donné que Bouteflika avait eu le pouvoir. Or, avec le temps, il s'est avéré que finalement, comme tous ses prédécesseurs, donc c'est quelqu'un qui était désigné par l'armée. Donc, sans l'appui de l'armée, le président n'existe pas en Algérie. Donc, Abdelmejid Tebboune, encore plus Abdelmejid Tebboune aujourd'hui, on a vu les circonstances dans lesquelles il a été élu, entre guillemets. On a vu la campagne, comment elle s'est déroulée. On a vu le taux de participation, même officiel, ça lui donne pas toute la légitimité. Donc le bonhomme, il part très handicapé sur le plan de la légitimité. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a suffisamment de pouvoir pour prendre des décisions. À mon avis, de mon point de vue, il n'a pas les moyens de prendre les décisions qu'il veut, même s'il est animé d'une bonne intention. Or, justement, je ne sais pas qui le conseille, mais en tout cas, qui le conseille, ou lui-même, il fait partie de cette conception ou cette gestion de la crise. Mais je pense que s'il a l'intention de récupérer, ou du moins susciter un peu l'intérêt, comme il l'a fait en 2017, quand il a été désigné Premier ministre, il s'est attaqué soi-disant à l'argent sale dans la politique, il a suscité quand même une forme de sympathie chez les Algériens. Bon, c'était un autre contexte. Mais aujourd'hui, c'est comme pendant la Révolution, c'est que pour vous faire accepter au sein de l'ALN, on vous demande d'abord de commettre un acte contre les intérêts français pour prouver votre loyauté. Donc aujourd'hui, ce qui l'handicape encore plus de Abdelmejid Tebboune, c'est que jusque-là, il n'a pas fait de geste pour susciter justement ou bien prouver sa volonté qu'il a l'intention de réformer. Donc, à mon avis, il demeure prisonnier de... Oserons-nous dire que la présidence Tebboune n'a toujours pas commencé? Moi, je dirais une chose, elle a commencé, mais elle a très très mal commencé. Moi, je dirais que c'est pas je pense pas qu'il a une volonté, parce que quand on est président, on a quand même d'un point de vue légal, constitutionnel, on peut prendre des mesures. Ça va pas bousculer l'ordre du pouvoir, mais prendre le téléphone, appeler le chef de la police, appeler son ministre de l'Intérieur pour dire, tu appelles le chef de la police, lui dis, tu laisses les gens manifester tranquillement, tant qu'ils restent pacifiques, qu'ils ne cassent pas, ils ne brutalisent pas. Il faut les empêcher, il faut empêcher de brutaliser les gens, tout simplement. Ça, il peut le faire. Il n'a pas besoin d'un rapport de force favorable à l'intérieur du pouvoir. La présidence, jusque-là, est une maison vide. Il n'y a pas de politique à la présidence. Et pendant ce temps-là, où est passé le Premier ministre Abdelaziz Jarrad? On ne l'entend pas. Il est le numéro 2 dans l'exécutif. Il est où Abdelaziz Jarrad? Il se passe des choses dans le pays, on ne l'entend pas. Où est passé le porte-parole du gouvernement? On ne l'entend pas. Est-ce qu'ils sont occupés à préparer le plan d'action du gouvernement? Ça commence à prendre du temps. Pour préparer un plan d'action du gouvernement, ça ne demande pas un mois. Normalement, les textes étaient déjà plus ou moins élaborés. Mais ça dit une chose, c'est que politiquement, il ne se passe rien. C'est-à-dire la présidence ou le pouvoir de manière générale n'ont pas de réponse politique à apporter. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'en finir avec ce hara qui nous casse les pieds. Et comment? Par la manière classique, la répression. Saïd Jafar? C'est-à-dire, si on veut comparer avec la présidence Bouteflika. Bouteflika a mis du temps en jouant entre l'état-major, les services, etc. pour élargir. Il voulait pas être 3/4 de président, mais quand il est devenu 4/4 de président, il était out. Physiquement, il était out. Ouais. Donc Tebboune est encore très loin à partir de ça. Donc, il est à combien de quarts de président? Vous savez, quand on est président, quand on n'est pas 4/4, ouais. C'est comme on est un quart. Pour ça, Bouteflika, on peut lui reconnaître ça. Être 3/4, ça veut dire que je ne suis pas président. Ouais. C'est ça. Donc, et là, pourquoi? Parce que quand on dit 4/4 président, ça veut dire
j'assume complètement les pouvoirs que me donne la Constitution. Je ne négocie pas. Hein. Voilà. Donc, or là, il n'est même pas en mesure, j'ai dit Hirak béni, mais ils n'ont pas en mesure de demander à ce que qu'on n'arrête plus les gens, au moins qu'on arrête. Parce que le discours qu'il a fait, que certains là, il dit faut laisser la justice aller jusqu'au bout, mais au moins qu'on arrête d'embarquer d'autres gens pour créer d'autres problèmes et avoir d'autres affaires à gérer. Il ne fait même pas ça. Donc, il est là. Il est président. Je pense qu'ils ont, pour eux, ils ont réglé parce qu'ils ont un schéma tout fait. Ils ont un président à la présidence, mais sur le fond, il n'y a rien de changé. Mais, moi, je pense que, bon, c'est mon point de vue. Hein. Moi, je pense que président Tebboune et Hirak sont inconciliables. Non, c'est ça, je le dis. Que Tebboune fasse toutes les promesses qu'il veut, je ne pense pas. Le Hirak, quand on l'écoute chaque vendredi, chaque mardi, il y a un rejet. C'est-à-dire un rejet pour la simple et unique raison que c'est un système qui s'est recyclé, c'est-à-dire qui a réussi cette prouesse de se régénérer. Et donc là, les mots d'ordre sont clairs, la démarche est claire. Bon, maintenant, on peut peut-être penser que, et les preuves sont là, c'est-à-dire le temps depuis le 12 décembre, entre les promesses de Tebboune et la réalité du terrain, on voit ce qu'il en est. Et à mon avis, tant que le Hirak persiste, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on attend? On attend de ce Hirak qu'il cède ou qu'il disparaisse. Tant qu'il persiste, je ne pense pas que que ce discours puisse être en adéquation avec ce que revendique le Hirak ou avec l'esprit du Hirak. Parce que pour revenir aussi au Hirak, c'est d'abord un état d'esprit, avant toute chose, avant d'être une organisation, avant d'être... On a beau nous dire il faut qu'il y ait des représentants, etc. C'est d'abord un état d'esprit. Je rajoute quand même, pourquoi je dis qu'aujourd'hui le palais d'El Moradia est vide. Il n'est pas occupé politiquement. Qui porte la parole présidentielle aujourd'hui? Qui défend politiquement de bonne aujourd'hui? Il n'y a personne, en dehors de Djelali Sofiane. Il n'y a même pas un gars de salaire. Il n'y a personne qui défend. C'est pour ça que dès le départ, Karim l'a dit, Tebboune est parti seul à la présidence, avec un handicap sérieux. Il n'a pas de relais, il n'a pas d'hommes, des équipes autour de lui qui élaborent, qui réfléchissent et qui diffusent, qui parlent. C'est ce qu'on appelle l'exercice. Le pouvoir, c'est l'exercice par les relais. Les partis, des figures. Il n'y a pas une adhésion à une démarche qui n'existe pas par ailleurs. Il n'y a pas une adhésion à un projet qu'on a du mal à voir, à toucher. Et vous avez remarqué, je vais parler pour la dernière fois de Sofiane Djelali parce depuis qu'il est allé à la présidence, il est devenu fréquentable par les médias. Donc il fait Radio M, il fait du Chantarois, le Biled et d'autres choses. Non, il venait déjà à Radio M et c'est oui, mais fréquentable par les médias. Ça s'est ouvert pour lui subitement. Oui. Les médias publics et parapublics se sont ouverts pour lui. Ouais. Pendant une semaine, il a fait le porte-parole de Tebboune. Il venait prêcher la bonne parole de Tebboune, qu'il a des bonnes intentions, qu'il a des possibilités, qu'il m'avait dit qu'il va prendre la Bacha. Mais jusque-là, il fait le contraire. En fait, c'est au-delà de Tebboune. C'est le régime qui refuse de prendre acte qu'avec le Hirak, la société veut renégocier le contrat. Or, le mot négociation, ils n'en veulent pas. Ils te créent une commission pour soi-disant préparer la révision constitutionnelle, mais sans la population, sans le débat. Je termine juste sur ça. C'est-à-dire, ça fait 1 mois qu'il est installé là-bas. Il n'y a pas une dynamique politique qui est suscitée dans la société. Il n'y a rien. On écoutera ce soir. On écoutera ce soir et ce sera le sujet de la deuxième partie. On revient dans un tout petit moment. Restez branchés sur Radio M.